Alors, réussir le référencement du site d'un éditeur de logiciels, en fait. Alors, en quoi c'est différent du référencement, de la réussite du référencement en fait, d'un site ordinaire? C'est pas fondamentalement différent, mais il y a quand même des spécificités. Des spécificités qui sont liées aux mots-clés, à la fois à la façon d'hameçonner les gens. Hein. Quand on est un site d'e-commerce, par exemple, on génère du trafic et puis on espère bien qu'il va convertir tout de suite. Si on est sur des petits paniers d'achat moyen, le visiteur peut se transformer en 30 minutes en acheteur. En B2B, c'est plus compliqué parce qu'il y a des cycles d'achat forcément qui sont plus longs, et puis accessoirement le panier d'achat moyen, et puis du coup du côté éditeur l'espérance de gain n'est pas du tout la même, et puis souvent il n'y a pas une personne qui doit décider du logiciel pour le coup à acheter, mais souvent il y a plusieurs personnes. Il y a celui qui fait l'échec, celui qui va l'utiliser, celui qui est prescripteur, le responsable des achats, etc. Donc il y a tout un tas de choses qui sont différentes. Puis il y a aussi le profil des entreprises qui éditent des logiciels, qui sont souvent, alors en France, des structures de petite moyenne taille, qui n'ont pas forcément les moyens de tout faire correctement, et bien qu'étant dans la tech, qui n'ont pas forcément la connaissance des dernières techniques de référencement. Donc on va repasser en fait par les écueils que moi je vois assez régulièrement, et puis ensuite je vous donnerai en fait une ébauche de stratégie pour bien référencer un site d'éditeur de logiciels. Donc les écueils, c'est que souvent, comme j'y faisais référence en fait, il y a un sous-investissement. Moi j'entends souvent quick wins. Est-ce qu'on ne pourrait pas avoir des quick wins, des gains rapides et pas chers, en un minimum de temps bien sûr, ce qui potentiellement est imaginable quand on lance une campagne publicitaire, mais dans le cadre du référencement, qui est une action de moyen long terme, c'est toujours un petit peu difficile. Souvent le référencement naturel, autre écueil, est intégré à la marge, notamment quand on refond le site. Hein. Le site, il est censé accueillir des gens qui sont tous super intéressés par nos produits, qui arrivent tous par la page d'accueil. Donc du coup sur la page d'accueil, on met un lien vers la page à propos d'eux, une page de présentation du logiciel, de l'équipe, etc. Et puis en fait on oublie que la plupart des gens, dans les faits, ils vont arriver pas par des pages internes sur le site, via des mots-clés tapés dans Google, et eux on les accueille comme on peut, voire on ne les accueille pas, parce que très souvent en fait on n'a pas créé suffisamment de contenu pour taper dans tous les mots-clés que peuvent taper les clients potentiels. L'effort, souvent, il est, comme j'y faisais référence, il est souvent irrégulier. Hein. Allez hop, on met un peu de référencement une année, un peu de budget de référencement une année, et puis l'année suivante, on achète une petite campagne à 15 000 € sur BFM Business, et puis le référencement, du coup, est abandonné. Il y a un gros sous-investissement en contenu. Moi, je pense que sur un site d'éditeur, il faudrait au moins 20, 30, 40 articles tous les 2 ou 3 mois, nouveaux articles tous les 2 ou 3 mois, et souvent, s'il y en a 20 à l'année, c'est déjà pas si mal que ça. Évidemment, le budget net linking, souvent, peut-être une fois la première année de 3 000 €, là où il faudrait quand même nettement plus dans un univers où il y a énormément d'éditeurs de logiciels concurrents qui ont déjà des sites qui reçoivent beaucoup plus de liens que le vôtre. Et puis à la fin, on a beaucoup de mal à évaluer le ROI du référencement naturel. En e-commerce, c'est pas toujours évident, mais en gros, on peut mettre au regard du budget que l'on investit en référencement naturel le chiffre d'affaires qui a été mesuré par exemple par Google Analytics, même s'il le mesure mal, comme tous les outils d'analytics. En B2B, comme la transfo se fait souvent en offline, du coup c'est plus difficile. Puis on a les commerciaux qui nous disent « Ah non, tous les leads qui viennent du site, il y a la moitié des leads qui viennent du site, des prospects qui viennent du site, qu'on n'arrive pas à transformer, ils sont pas mûrs, ils sont pas dans la cible, etc. » Et donc du coup, à la fin, ça débouche souvent sur encore une plus grande réduction du budget, sur une démotivation. Alors comment est-ce qu'on peut faire pour résoudre ça? Déjà, reprendre les bases du référencement naturel, assigner un mot-clé adapté à chaque page. La homepage, par exemple, elle va essayer de se positionner sur le mot-clé le plus important, alors qu'en général, la homepage se positionne sur le slogan de l'entreprise. C'est dommage parce qu'il n'est pas tapé par les internautes. Les pages produits, on peut imaginer les positionner sur des mots-clés directement en relation avec le produit, logiciel, intranet, par exemple. Mais tiens, si on diffuse des études de cas, des glossaires avec des définitions de termes techniques, parce que dans le B2B, on est toujours en veille, puis il y a toujours des nouveaux mots-clés qui s'ajoutent au jargon du métier, et du coup, comme on ne les connaît pas, puis qu'on n'a pas envie de passer pour un imbécile dans la prochaine réunion, on tape définition plus le terme. C'est le moment où on peut choper du contact. Et puis après, il y a des questions récurrentes que se posent en fait l'ensemble des clients. Ça, les gens du support client ou les sales en fait savent ça, et ils ont l'habitude de dire et de redire toujours la même chose, sauf que en fait ça n'est pas dit sur le site. Après, moi comme pour moi,
ni les positions, ni le trafic ne compte réellement, parce que ce qui compte pour moi en fait ce sont les contacts commerciaux en fait qu'on génère via le référencement. Il y a un sujet qu'il faut absolument traiter, c'est la conversion et la transformation des simples visiteurs pour le coup en personnes qui nous passent un coup de téléphone ou qui remplissent un formulaire. Alors comment on fait? Déjà en découpant, on va dire en segmentant les mots-clés. Par exemple, peut-être quelqu'un qui tape logiciel intranet, lui il est déjà un petit peu mûr, hein, il a quand même un peu une intention d'achat. Lorsqu'une personne qui va taper justement définition plus un terme du jargon, elle est, on va dire, un peu en avance de phase. Elle, on va peut-être essayer d'entrer en contact avec elle en lui proposant un e-book ou un tutoriel à télécharger en échange d'une adresse email. Quand celui qui a tapé logiciel intranet, on va peut-être plutôt lui proposer de nous contacter directement ou d'avoir accès à une démo par exemple. Ça c'est souvent maltraité en référencement, le sujet du taux de conversion, en fait des techniques de conversion. Netlinking, ça c'est ce à quoi je faisais référence. On en parle assez peu en fait dans les blogs parce que c'est quelque chose que connaissent tous les référenceurs, pas par cœur mais quand même pas mal. C'est, je pense, la principale barrière à l'entrée aujourd'hui en termes de référencement naturel. En gros, entre un site qui va publier le même article de 500 mots, 1000 mots, site qui vient de débuter, qui n'a encore que 3-4 liens qui pointent vers lui, et un site qui est là depuis 10 ans et qui reçoit déjà des liens de plusieurs centaines de sites, c'est le deuxième site qui va gagner, il va enfoncer le premier site de peut-être 50 positions dans Google, c'est de cet ordre-là. Et donc du coup, il faut vraiment pas sous-estimer le fait qu'il faut créer des liens en permanence, alors surtout quand on a un petit site qui démarre. Et enfin, c'est ce à quoi je faisais référence et c'est connexe à la problématique du taux de conversion. Il faut identifier les mots-clés qui convertissent. Vous achetez des mots-clés en payant dans Google Ads, donc pas en référencement naturel. Google va vous dire, tiens, ce mot-clé-là t'a renvoyé tant de trafic et il t'a permis de générer tant de conversions, de formulaires, d'achats en ligne, etc. Et en référencement naturel, Google Analytics est infoutu de dire ça. Ne serait-ce que parce qu'il ne voit pas les mots-clés, qu'il faut aller chercher dans Search Console. Et Search Console a les mots-clés, mais pas les conversions. Et Google Analytics a les conversions, mais pas les mots-clés. Donc du coup, il y a des outils comme Catalysio qui permettent d'identifier les mots-clés qui font remplir des formulaires. Alors du coup, au bout d'un moment, on a suffisamment d'expérience et de trafic sur son site pour dire, voilà, tel type de mots-clés ne convertit pas, donc on va arrêter de dépenser des fortunes pour rédiger du contenu sur des mots-clés de ce type-là, parce qu'en fait on s'aperçoit a posteriori, avec l'expérience, que ça ne fonctionne pas, donc on va faire des économies, et peut-être que ces économies, on les reportera sur des types de mots-clés qui convertissent bien, ou sur des liens par exemple. Donc l'identification des mots-clés qui convertissent est importante. Alors sur la partie technique, je vais aller vite, parce que c'est du vu et du revu, mais il faut quand même le redire. Optimisation technique, il y a pas mal d'éditeurs de logiciels qui sont sur WordPress. Donc là, qu'est-ce qu'on fait? On va installer des extensions SEO comme Yoast, comme des extensions qui permettent de générer des métadonnées de type Open Graph. On va insérer des extensions qui vont permettre de minifier les fichiers CSS, les JavaScript pour que la page se charge plus rapidement, puisque la vitesse de chargement en fait est importante. Mais à la fin, si on veut vraiment cartonner sur le critère vitesse de chargement, c'est au moment de la refonte du site que tout se joue, c'est au moment du choix du template, du modèle de site, du thème si on est sur WordPress, que l'essentiel de la bataille du temps de chargement, de la vitesse de chargement se joue. On en a un qui ne se charge pas rapidement, même avec des extensions, on aura beaucoup de mal à améliorer les choses de façon significative. Dans un contexte, il faut le rappeler, où on n'a pas besoin d'avoir un site qui se charge très rapidement, mais l'essentiel c'est d'avoir un site qui ne se charge pas lentement. Donc assez rapidement, ça suffit. Et il y a énormément de templates maintenant, enfin. C'est pour ça qu'il faut bien les choisir au tout départ et faire ces tests de vitesse de chargement avant de les acheter, qui se chargent soit assez rapidement, soit même très rapidement. Et évidemment, on ne surcharge pas son WordPress d'extensions, de multiples extensions qui font le café, le thé, l'omelette, etc. parce que ça a tendance à ralentir le chargement de l'ensemble des pages, même si ces extensions ne servent que sur 2 ou 3 pages. Sur Joomla, c'est un peu la même chose, qui est moins utilisé, donc je vais aller plus vite. Il y a une extension qui s'appelle SH404 SEF pour insérer les balises qui vont bien, le code qui va bien, et une autre qui permet d'accélérer le temps de chargement des pages, qui s'appelle JCH Optimize. Et là, même combat que sur WordPress, si on choisit un bon template au départ, on n'a pas besoin d'optimiser le temps de chargement. Si on est sur Drupal, alors c'est encore plus rare que sur Joomla, il y a des modules SEO mais qui sont assez peu efficaces.
il y a un module qui permet d'accélérer le temps de chargement des pages qui s'appelle Speedy. On n'a plus besoin maintenant d'installer, d'ailleurs c'est valable aussi pour WordPress et sur Joomla, des extensions qui permettent de générer des pages AMP. C'était un standard qu'avait inventé Google qui permettait d'avoir, à partir de pages ordinaires, des doublons, une duplication de ces pages, mais qui se chargeaient ultra rapidement. Puis Google est en train de l'abandonner. Et enfin, je vois de plus en plus de gens qui sont sur Wix. Vous savez, c'est un éditeur online de sites web. Il n'y a plus besoin de télécharger des logiciels comme dans le cas de Drupal, de WordPress ou de Joomla. Là, en fait, on se connecte, on souscrit un abonnement et on nous livre un site qui est déjà presque prêt à l'emploi, qu'il suffit de personnaliser. Et ces outils-là avaient plutôt mauvaise presse parce qu'ils étaient assez peu optimisables pour le référencement naturel. Maintenant, ça s'est pas mal amélioré. Donc, il n'y a pas grand-chose à faire parce qu'une fois que cet outil-là a décidé que voilà, on pouvait faire ceci et cela en référencement naturel, bah, au niveau du code en tout cas, il n'y a pas grande marge de progression possible. Et donc, du coup, quand on est sur Wix, la marge essentielle de progression, même si on peut ajouter des méta-données, des méta-tags description, des méta-keywords, au-delà de ça, du point de vue technique, bon, soit ça fonctionne, soit c'est prévu, soit c'est pas prévu. Comme on a le choix souvent des templates, ça peut être intéressant de switcher d'un template à l'autre pour faire ces tests de temps de chargement. Mais là, encore, si la plateforme n'a pas prévu, n'a pas bien optimisé le temps de chargement, bah, on n'a pas grande marge de manœuvre. Du coup, il faut tout miser, si on est sur Wix ou des similaires, des plateformes équivalentes, sur le contenu, donc du contenu, et sur le netlinking. Parce que sur la technique, il n'y aura pas grande marge de manœuvre. Après, on a un dernier cas de figure, alors qui est marginal encore aujourd'hui, mais qui se développe. Ce sont soit les sites sur mesure, donc codés ex nihilo, soit les CMS headless. WordPress, c'est un CMS, un système de gestion de contenu, et dans WordPress, on a à la fois le modèle, le rendu, la restitution HTML du site, le graphisme, et on a à la fois toute la partie gestion de contenu, gestion des articles, publication, des publications, rangement dans des catégories, ajout d'un élément au menu, etc. Et dans les CMS headless, en fait, ça c'est séparé. Toute la partie gestion de contenu, c'est dans le CMS, mais la partie restitution, c'est différent, c'est autre chose, c'est un infographiste en fait qui va s'occuper de ça. Et j'en vois de plus en plus qui sont sur ces plateformes-là, qui se vantent d'être optimisés pour le référencement naturel, notamment du point de vue du temps de chargement. Alors sachant qu'il n'y a pas que le temps de chargement qui compte, mais même du point de vue du temps de chargement, bah, ça dépend du rendu du code HTML qui est généré. Donc c'est un CMS headless, c'est ni plus ni moins optimisable qu'une autre plateforme. Et donc du coup il faut absolument en fait que le développeur ou l'intégrateur ou l'infographiste, je ne sais pas, qui va décider du code HTML qui va être généré en fait et restitué au navigateur, bah, du coup il sache optimiser le code. Et donc du coup soit on a un technicien qui sait générer du code HTML qui se charge rapidement, qui passe les tests Google, soit on n'a pas. Et donc du coup il faut faire très attention à cela. Alors sur la recherche des mots-clés, je voulais revenir parce que ça c'est vraiment fondamental. Je vous disais que souvent les éditeurs de logiciels pêchaient. Ils pêchaient par manque de contenu, très souvent par le fait qu'ils n'attribuent même pas un mot-clé utile pour le référencement à chacune des pages de leur site, mais de toute façon, à la fin, il leur manque du contenu à ces éditeurs de logiciels. Et les mots-clés d'expérience, en fait, qui peuvent être intéressants pour un éditeur de logiciels, ils rentrent plus ou moins donc 5, 6, 7 grandes catégories. 1. Éditeur plus sa spécialisation. 2, ça c'est évident, ça c'est la homepage qui va aller taper là-dedans. 2, logiciel plus la spécialisation, et donc par exemple logiciel intranet, mais on s'aperçoit qu'il y a de plus en plus de gens qui tapent pas simplement ça, mais comparatif logiciel intranet. Meilleur logiciel intranet au pluriel, meilleur logiciel intranet au singulier. Et donc du coup il y a plein d'opportunités d'aller taper dans ces mots-clés-là, sur lesquels qui se positionnent quasiment jamais les éditeurs de logiciels eux-mêmes parce qu'ils estiment ne pas être légitimes à dire qu'ils sont les meilleurs. Moi je vous montrerai un exemple, je vous citerai un exemple en fait qui montre qu'on peut le faire et qui se montre, ce sont les sites qui font des comparatifs de logiciels ou les sites de contenu tech. Et c'est dommage en fait que du coup ils détournent les prospects qui en plus sont quand même assez chauds, puisque quand on tape comparatif logiciel intranet, on a peut-être un peu avancé dans son cycle d'achat. Ensuite on a toute une kyrielle de mots-clés autour de la
des problèmes. Moi, je n'arrive pas à faire ceci, je n'arrive pas à faire cela. De la recherche de solutions. Comment on fait ceci, comment on fait cela. Il y a aussi des opportunités quand les internautes tapent des mots-clés sur des technologies, sur de nouvelles méthodes et recherchent qui sont tendances, qui font l'actualité dans le cadre d'une activité de veille. Bah là, pareil, on peut essayer de se positionner là-dessus. Et enfin, il y a plein de mots-clés du jargon comme j'y faisais référence, en fait, qui sont tapés en couple avec définitions, glossaires, etc. Et souvent, ce sont des sites de contenu, pas les sites des éditeurs, qui sont pourtant plus légitimes, qui donnent ces définitions. Donc, si on cumule tous ces mots-clés-là, on a bien un ou deux articles, pages à rédiger tous les jours, et puis du coup, un ou deux tickets de loterie à prendre pour essayer de se positionner sur un nouveau mot-clé et augmenter son trafic. Ceci étant, ça c'est bien en conférence ou quand il n'y a aucun contradicteur, entre guillemets, comme c'est le cas, de dire cela, il faut produire du contenu. Il y a quand même en fait une contrainte ou une réalité en tout cas dont il faut tenir compte, c'est que les internautes, moi ce que je dis souvent, c'est qu'ils ne sont pas reconnaissants. Une fois que vous les avez captés sur un mot-clé avec une définition ou un guide pour résoudre un problème, en fait, les internautes consomment le contenu et ils s'en vont. Et en fait, on s'aperçoit que sur les pages qui ne sont pas commerciales, les pages de contenu, il y a un très fort taux de rebond. Alors, parce que c'est la nature d'Internet, les gens sont comme ça, et puis ils trouvent leur réponse, évidemment, et ensuite ils retournent à ce qu'ils faisaient. Mais aussi parce que sur ces pages-là, on n'a que du contenu. On n'a pas de call to action, on ose à peine présenter son activité. Donc du coup, il faut scénariser la conversion sur ces pages de contenu qui nous permettent d'avoir plus de trafic, mais pas forcément plus de leads. Et une fois qu'on a capté, donc en gros, scénariser la conversion, c'est essayer de récupérer l'adresse email en échange d'un truc. Et après, une fois qu'on a récupéré l'adresse email, si on la laisse comme ça, rien ne se passe. Donc du coup, il faut scénariser aussi le lead nurturing, donc toute la partie qui consiste à prendre contact, se rappeler au bon souvenir, et puis faire mûrir la petite adresse email en fait qui n'a rien demandé, qui n'est peut-être pas très mûre, pour in fine espérer la transformer en client. Donc il y a la partie conversion et on va dire conversion au sens très large. Ce que je dis souvent, donc du coup j'y ai fait référence, c'est qu'un article par jour pour le référencement naturel, c'est bien, c'est un effort qui est énorme. Ça fait 200 articles, 220 articles par jour travaillés dans l'année, mais c'est ce qui fait la différence entre les sites qui se positionnent sur quelques mots-clés d'éditeurs de logiciels et ceux que l'on voit tout le temps et dont on a ras-le-bol quand on est un concurrent, parce qu'ils sont partout. Alors ils sont jamais partout sur tous les mots-clés, mais ils sont présents sur des centaines, sur des milliers de mots-clés. Alors là, j'ai un exemple et puis vous allez pouvoir le reproduire. J'ai tapé meilleur logiciel intranet parce que vous avez compris que j'avais un prospect dans cet univers-là. Donc du coup, j'ai fait des tests sur logiciel intranet et sur meilleur logiciel intranet. Et là, le numéro 1, c'est TalkSpirit, qui est un éditeur de logiciels qui a osé dresser une liste objectivement, quand on la consulte, des meilleurs logiciels intranet. Donc il a mis son logiciel évidemment en tête, parce qu'il en est super fier, et il a aussi listé les logiciels d'autres éditeurs, en plus français, parce qu'il est souverainiste. Et quand on arrive sur la page, lui, il a tout compris. Il a un article qui répond vraiment à la question, quel est le meilleur logiciel intranet? Alors forcément de façon subjective, parce que ça dépend des critères. Il en a listé 14 quand même, et les bons, entre guillemets. Et tout en haut de la page, je vois là, meilleur logiciel intranet en 2022, parce que maintenant il faut ajouter l'année, et il a un formulaire. Compléter le formulaire pour télécharger cette fiche en PDF. Donc tu veux mémoriser là tout ce que tu es en train de lire, parce que c'est quand même assez long, et écoute, tu remplis ce formulaire et tu vas pouvoir la télécharger. Et lui, du coup, il se constituait un fichier de prospects qui sont quand même assez avancés en fait dans leur réflexion, à moindre coût. Et lui, il a tout compris. Non seulement il va chercher des mots-clés un peu auxquels les autres n'ont pas forcément pensé, et en plus, il les convertit. Donc ça, j'ai trouvé ça pas mal. Parce que tous les sites qui apparaissent après, c'est quoi? C'est GetApp, c'est la fabrique du net, 24epm pour le coup mon site, parce que j'ai fait un test là-dessus. Et ce sont des sites fondamentalement en fait, de contenu, pas les sites des éditeurs qui n'osent pas aller là-dessus ou qui ne se donnent pas les moyens de rédiger les contenus qui leur permettent de remonter dessus. Donc du coup, des articles après de 500 à 1000 mots, parce que maintenant c'est le prix à payer pour se positionner face au mastodonte qu'il y a sur Internet, un ou deux liens
à l'intérieur de chaque article vers d'autres articles, parce que vous savez que le netlinking interne compte aussi, et des call to action, sous forme de formulaire, sous forme de picto, de visuels d'e-book à télécharger, même des liens à l'intérieur du texte, pendant que l'internaute est en train de lire, tiens, on lui dit, tiens, tu sais que nous, on est un super éditeur de logiciels intranet, tu veux une démo? Clique là, par exemple, etc. Netlinking, on en a parlé tout à l'heure, je pense que c'est vraiment le parent pauvre des parents pauvres des chantiers du référencement naturel chez les éditeurs de logiciels. Le netlinking, c'est ce qui fait la différence entre deux sites qui ont le même niveau d'optimisation, la même vitesse de chargement, le même contenu sur les mêmes mots-clés. Il y en a un qui a 500 liens qui pointent vers lui, l'autre qui a 100 liens, bah c'est celui qui a 500 sites qui pointent vers lui qui gagne. Parce que c'est comme ça, c'est pas autrement. Google a décidé en 97 que les sites qui avaient beaucoup de liens étaient les meilleurs. Alors après, son système de prise en compte du poids de chaque lien, nouveau lien qui pointe vers votre site a évolué avec le temps, mais ça reste en fait une constante. Et comme c'est pas sexy, bah, les référenceurs en parlent assez peu, mais ils savent tous qu'il faut aller acheter du lien, grosso modo, ou en tout cas en chercher. Alors moi, ce que je dis souvent, c'est aller chercher du lien en tant qu'éditeur de logiciels partout là où vous pouvez, chez vos amis, chez d'autres éditeurs de logiciels, chez d'autres potes entrepreneurs, responsables de référencement naturel que vous connaissez, parce que chaque lien, même hors thématique, j'insiste ça, là-dessus, va vous rapporter quelque chose. Maintenant, c'est mieux d'avoir des liens qui viennent de sites qui sont sur des thématiques à peu près connexes, mais un lien hors thématique qui ne vous coûte rien, vous rapportera un petit peu ou beaucoup. Lancez des campagnes de relations presse pour faire parler de vos produits, parce que vous récupérez des liens dans le lot des articles qui parleront de vous. Lancez aussi des campagnes de relations presse, parce que vous ne lancez pas forcément un produit tous les 3 mois, avec des prétextes, donc par exemple une étude, une infographie, un événement que vous organisez, là pour qu'on parle de vous, mais là dans l'optique du référencement, pour qu'on parle de vous et qu'on récupère des liens. Et enfin, prévoyez un gros budget d'achat de liens, donc un gros budget au sens, enfin pour un éditeur de logiciel, ça va être entre 5 000 et 20 000 euros à l'année. Donc du coup, c'est un vrai effort, parce que souvent 5 000 euros, c'est le budget de référencement pour les éditeurs de logiciels qui n'y croient pas, et pour couvrir tout le référencement, hein, le contenu, la technique et tout. Mais aujourd'hui, vu le niveau de concurrence, parce qu'on n'est plus en 2005 où dès qu'on ajoutait un mot-clé dans les méta-tags ou qu'on changeait le title d'une page, ça fonctionnait. Aujourd'hui, comme tout le monde a fait des efforts en référencement parmi vos concurrents, ou au moins qu'il y a au moins 20 ou 30 concurrents qui ont bien bossé leur référencement depuis des années, bah 20 ou 30 concurrents, ça fait 2-3 pages de Google qui sont déjà bien occupées. Et donc du coup, si on ne veut pas arriver en 4e, 5e, 6e page, bah faut jouer le jeu avec de longs articles, mais intéressants, rédigé pour Google, mais pour l'internaute et pour la conversion, et aussi aller chercher du lien. Donc voilà, j'ai passé un petit peu plus de temps que ce que j'avais annoncé en fait au départ. Je vous remercie d'avoir été patient pour ceux qui ont patienté.